ici en même temps sur Abidjan Talker. C'est pour ça effectivement qu'on va commencer tout de suite à dire bonjour à Monsieur Damien Picasse. Bonjour Monsieur Picasse. Bonsoir. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Oh, ça va, merci. Ah, ok. Merci bien. Alors, comme vous m'avez entendu, moi c'est Tonton, c'est mon pseudo ici, c'est Tonton. Donc c'est sûr et certain que la première question, comme j'ai dit bien au tout début à mon introduction, cette journée, en fait, nous sommes aujourd'hui le 12 avril. Et la veille du 11 avril, en fait, cette émission aurait dû se passer hier, mais malheureusement, à cause des problèmes techniques, nous n'avons pas pu passer l'émission hier, et nous sommes en direct aujourd'hui avec vous, parce que, le 11 avril, comme je le disais, est une journée commémorative. Pour moi, en fait, c'est une journée très triste dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas, déjà en première question, en préambule, je vous demanderai que vous rappelle cette fameuse date du 11 avril 2011. Merci monsieur, merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau pour parler de la Côte d'Ivoire, pour parler de l'anniversaire de l'enlèvement du président Laurent Gbagbo. Merci beaucoup de me recevoir. Je salue tous vos auditeurs. Effectivement, ce jour est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire. Est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire, est un jour sombre pour l'Afrique tout entière. Ce jour est un jour sombre pour les démocrates du monde entier. Parce que nous avons découvert à travers cette crise qu'on a qualifiée de façon abusive de crise électorale, nous avons découvert vraiment la méchanceté des hommes, nous avons découvert la cruauté des hommes. Pour une simple question de contentieux électoral, on a délibérément assassiné des milliers et des milliers de personnes. On a délibérément changé le destin d'un pays. On a délibérément tenté d'assassiner le chef de l'État d'un pays, le président démocratiquement élu d'un pays. Et donc, ce jour-là est marqué vraiment d'une pierre vraiment noire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens ont vécu le martyre parce que la crise s'est déportée jusque dans leur foyer, jusque dans leur intimité. Peu importe la responsabilité que vous occupiez, peu importe votre rang social, peu importe ce que vous faisiez, cette crise-là a trouvé chaque Ivoirien dans son foyer et cette crise a choqué les consciences. Des enfants ont été exécutés devant leurs parents, des femmes ont été violées. Et donc, au moment où nous sommes en train de parler de tout ça, c'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de tristesse, parce qu'on ne trouvera jamais assez de mots, de propos suffisamment clairs pour étayer, pour dire ce que nous ressentons. Nous n'avons jamais imaginé que pour un simple contentieux électoral, certaines personnes seraient allées aussi loin dans la commission du crime. Et donc, nous sommes là. Nous avons une pensée pieuse pour toutes ces personnes connues ou inconnues qui sont disparues. Nous avons une pensée pieuse pour le président Laurent Gbagbo, qui est un homme de caractère, qui est un homme de conviction, et qui est un grand leader, Et nous avons une pensée aussi pieuse pour tous ces Ivoiriens qui ont dû abandonner leur foyer, qui ont dû abandonner leur pays pour se retrouver dans d'autres pays, dans d'autres États, pour fuir la barbarie,
pour préserver leur vie avec femmes et enfants. Nous avons une pensée pieuse pour tous ces Ivoiriens qui vivent dans la proximité, dans des conditions inhumaines, dans des conditions exécrables, dans des camps de réfugiés. Nous avons une pensée pour tous ceux-là, pour tous ceux qui se battent pour qu'un minimum aussi de dignité soit retrouvé pour ce peuple. Et donc, c'est vraiment un jour noir, c'est vraiment un moment très, très, très difficile. Nous qui avons vécu, je dirais, le martyre du bombardement de la résistance du chef de l'État. Justement, M. Damana, souvent, c'est avec... Justement, M. Damana Pika, je voulais, au moment où nous parlons de ce triste jour de la Côte d'Ivoire, d'abord, je voulais me présenter, moi, c'est Adjoufou. Et on coanime l'émission avec Tonton sur Abidjan Talk, à travers Abidjan Talk. Donc, d'abord, pour vous dire beaucoup de courage. La première question d'abord que je voulais vous poser, c'est savoir comment vous portez en fait. Parce que nous savons très bien qu'il n'est pas facile de vivre l'exil. Alors, personnellement, comment vous portez d'abord dans votre exil? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut dire que ça va? Et ensuite, par rapport à ce triste événement-là, il était quand même important de nous rappeler un peu comment vous avez vécu véritablement cet événement, où vous étiez en ce moment, et comment tout cela s'est passé aujourd'hui. Donc, d'abord, comment vous vous portez? Comment ça va à l'exil? Oui, merci. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'exil n'est pas facile, surtout les conditions dans lesquelles nous avons quitté notre pays. Nous n'avions pas vraiment préparé, nous n'avons pas envisagé un seul instant que nous allions perdre le pouvoir. Nous n'avons pas envisagé un seul instant que nous allions quitter notre pays. C'est dire que les choses nous sont tombées sur la tête et nous avons dû fuir. Nous avons dû fuir pour préserver notre vie. Et donc tout cela s'est fait dans la précipitation, dans l'improviste. Et donc ça n'a pas été vraiment facile. Ça n'a pas été vraiment facile. Personnellement, je dirais que le 11 avril 2011, lorsque le président de la République a été capturé, nous, on venait de tout perdre. Et beaucoup d'Ivoiriens aussi venaient de tout perdre. Donc, nous sommes arrivés dans des conditions de dénuement. Donc, ce n'est pas facile. Mais à quel moment vous avez décidé comme ça d'aller à l'exil? À quel moment? À quel moment au cours de la crise? Est-ce que c'est après la crise ou bien à quel moment vous avez décidé et qu'est-ce qui vous a véritablement poussé à décider de dire je vais en exil? Parce que vraiment, comme vous l'avez suivi, ce n'est pas une décision facile. Non, c'est-à-dire que vous ne prévoyez même pas de partir en exil. Vous êtes amené à fuir, à partir. Parce que la situation ne se prête même pas à votre présence là. Votre vie, vous vous rendez compte que si vous perdez le temps, c'est votre vie que vous allez perdre. Voilà, donc il faut partir. Il faut partir. Voilà. Et ce 11 avril-là, je me trouvais dans le village de Blocos. Voilà, dans le village de Blocos. Il était pratiquement impossible d'emprunter la route, donc vous imaginez aisément que c'est sur la voie lagunaire que nous avons dû fuir dans une pirogue de fortune, avec l'actuel secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien, M. Konaté Navigué. Donc nous avons emprunté la lagune, mais c'est-à-dire que c'est par instinct de survie, instinct de conservation. Voilà, donc vous ne prévoyez pas ça. C'est le contexte, ce sont les circonstances qui vous amènent à partir. Voilà, donc nous avons été amenés, contraints par les circonstances de partir, parce que effectivement la situation était extrêmement dangereuse, extrêmement chaotique. Voilà. Ok, donc voilà un peu. Donc maintenant, quand vous vous rappelez maintenant de tout cela, avec un peu de recul, l'exil, ça fait bientôt 2 ans que vous êtes en exil et tout ça, est-ce que vous pensez que la manière dont la crise a commencé, elle a pris fin? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on aurait pu faire autrement? Ou alors, vous pensez que la crise s'est terminée comme elle devait se terminer? Ou alors, avec le recul, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la situation? Vous savez, et je pense qu'on aura le temps de faire le bilan de cette crise. Voilà, on aura le temps de faire le bilan de cette crise. Et donc, permettez aujourd'hui là que nous ne rentrerons pas dans ce débat. Je comprends. Voilà, parce que nous sommes encore dans le combat, nous sommes encore dans la bataille.
et bien évidemment, nous tenons compte de ce qui s'est passé. Exactement. Voilà, nous tenons compte de ce qui s'est passé pour conduire cette bataille, mais souffrez que nous ne rentrions pas actuellement dans les détails du bilan, Ouais. parce que, comme on le dit, nous sommes encore en pleine bataille. Ouais. Ce que je comprends. Sinon, effectivement, il y a beaucoup. Ouais, ce que je comprends d'ailleurs. Oui. Donc, on va passer là-dessus rapidement, et puis bon, on va parler de véritablement ce que vous faites au Ghana. On a appris comme ça que, bon, on sait que vous avez mis en place une structure qui fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus cette structure-là que beaucoup ne comprennent pas très bien? Quel est son objectif? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cette structure aujourd'hui au Ghana? Bon, il faut dire que c'est dans un souci d'organisation. Ouais. Nous sommes arrivés ici, il fallait qu'on s'organise, Ouais. Parce que l'exil n'est pas, je dirais, une posture de repos. L'exil n'est pas une posture de capitulation. L'exil n'est pas une posture de reddition. Voilà. C'est simplement un repli. Voilà, c'est simplement parce que les conditions de vie étaient devenues très très incertaines, très dangereuses en Côte d'Ivoire. Donc il fallait quand même qu'on puisse mettre en place un minimum d'organisation à notre niveau pour pouvoir continuer la bataille. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de continuer cette bataille. Voilà. Donc nous sommes organisés ici autour de 3 organisations, mais qui sont complémentaires. Okay, sont complémentaires et je vous assure qu'il n'y a vraiment pas de désordre, il n'y a vraiment pas de quiproquo. Ouais. C'est un jeu de rôle. Et donc, c'est dans l'harmonisation la plus absolue que nous travaillons. Okay. Et donc, il y a la coordination du Front populaire ivoirien, la coordination du Front populaire ivoirien en exil. Ouais. Je veux dire que la structure mère qui chapeaute toutes les organisations. Ouais. À côté d'elle, il y a la coalition des patriotes ivoiriens en exil, dont je suis humblement le président. Ouais. Voilà, qui regroupe tous ces jeunes, tous ces leaders, toutes ces personnalités que vous avez connues. Ouais. Voilà, dans la galaxie patriotique, voilà, donc qui ont décidé de se fédérer ici. Ouais. Et qui ont humblement porté leur choix sur ma modeste personne pour présider cette structure. Et à côté, il y a la structure qui s'occupe de façon, je dirais, quotidienne et sur le plan social, ouais. Des réfugiés qu'on appelle l'ARID. Okay. Voilà, ouais, l'ARID. Ouais, donc ces 3 organisations travaillent dans la symbiose. Quel est le nom de votre organisation? Voilà, travaille dans la symbiose. La copie. La copie, ok, la copie. La copie, c'est en abrégé, c'est la copie, la coalition des patriotes ivoiriens en exil. Ok. Ok, donc ça a vu le jour en exil et ça regroupe beaucoup de personnes comme vous, des gens qui ont fui le pays et tout ça, n'est-ce pas? Oui, oui, vraiment tout le monde est dedans, il n'y a pas de souci. Donc l'objectif premier d'abord, c'est de resserrer les liens autour pour voilà. mener la lutte. Voilà. Il était important déjà qu'on puisse nous-mêmes nous retrouver, voir comment chacun va. Ouais. Voilà, pouvoir, je dirais, resserrer les liens, parce que c'est important. Vous savez, nous sommes en exil ici et il n'est pas question de vivre isolé. Exactement. Voilà, créer d'abord une synergie entre nous, voilà, avoir des nouvelles des uns des autres, et puis suivre aussi de très près l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà, et pourquoi pas apporter notre contribution à la résolution de la crise. J'aimerais aussi en même temps rappeler... Justement. Je voulais rappeler rapidement à nos amis auditeurs que vous nous suivez actuellement en direct. Nous sommes avec le camarade Damana Picasse depuis, je pense qu'on peut le dire maintenant, depuis le Ghana, qui est le président en même temps du COPI, une organisation qui a été mise au Ghana là-bas pour serrer les liens entre eux. Et donc voilà un peu, donc nous sommes ce soir avec lui en direct et nous débattons de la crise post-électorale toujours et de l'événement marquant le 11 avril avec le kidnapping du président Laurent Gbagbo qui se retrouve aujourd'hui à La Haye. Donc nous sommes en train de partager ce souvenir actuellement avec le camarade Damana Picasse qui... vous pouvez lui poser directement des questions ou alors vous pouvez aller sur Abidjan Talk, vous pouvez écrire là-bas, nous allons lui transmettre ces questions-là et puis bon voilà, nous allons faire les débats. Donc voilà, tonton, tu as la parole, tu peux aller, Damana Picasse, il est à toi.
Ok, merci bien Adjoufou. Pour poursuivre un peu ce que monsieur Picasse disait concernant la synergie des différents groupes qui ont été formés, et puis bon, ben c'est certain que avec ce qu'il a expliqué aussi, de la manière dont il a dû sortir du pays, je suppose que il y a eu plusieurs personnes qui ont été dans la même situation que monsieur Picasse, à sortir de manière spéciale de la Côte d'Ivoire. Et en parlant de synergie justement, est-ce que cette synergie va bon train? Et de deux, en sous-question, est-ce que vous pensez que vous êtes écouté par les différentes autorités dans les pays dans lesquels vous êtes? Ça c'est de un. Et à la manière dont on voit un peu comment est-ce que le régime en place en Côte d'Ivoire fonctionne, est-ce que vous pensez que ce régime a l'intention ou bien prête un peu attention à vos demandes, pour que au moins il y ait peut-être une lueur d'espoir qui est qu'on appelle union en Côte d'Ivoire? Merci. Ok, merci. Ben oui, ici ça va. Il n'y a pas de problème fondamental ici en exil entre les Ivoiriens. Je dis les trucs la main dans la main. Et donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous traitons de toutes les questions qui partent aussi bien des questions sociales que des questions politiques. Voilà, donc les choses se déroulent bien. Les choses se déroulent bien, je puis vous assurer. Voilà, maintenant, les autorités ici, oui, on ne peut pas quand même être dans un pays, être en exil dans un pays sans avoir de contact avec les autorités de ce pays. Voilà, donc à ce niveau, vraiment, il n'y a pas de problème. Les autorités ghanéennes nous ont très bien accueillis. Le Ghana nous a offert l'asile, nous a offert gîte couvert. Donc, les choses se passent extrêmement bien avec le Ghana. Les choses se passent extrêmement bien avec le Ghana. Et je crois que c'est une chance que nous avons d'être dans un pays comme le Ghana. Voilà, la crise que nous traversons est une crise extrêmement difficile. Et donc, pour accueillir des personnes comme nous, il faut avoir du caractère et du cran. Pour accueillir des personnes comme nous, il faut avoir de la conviction. Pour accueillir des personnes comme nous, il faut avoir de la détermination. Il faut vraiment vouloir le faire pour le faire. Voilà, donc il y a eu d'énormes pressions sur le Ghana, pour nous livrer, mais là, le Ghana a tenu. Et au moment où nous sommes en train de parler de cette question-là, je voudrais vraiment remercier les autorités, le peuple ghanéen qui vraiment fait beaucoup de choses pour nous. Le seul fait de nous avoir admis sur leur territoire, le seul fait de nous avoir permis de rentrer dans leur pays, mais vous ne comprenez pas quel acte salvateur ils ont posé. Parce que on était indésirables chez nous, on était pourchassés chez nous, et donc ils nous ont ouvert les bras, ils nous ont accueillis chez eux. C'est vraiment quelque chose de fondamental, et pour nous ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, ils nous protègent, ils veillent sur nous, nous sommes en sécurité ici. Donc pour nous ça va avec les autorités ghanéennes. Maintenant, vous demandez, est-ce que Abidjan écoute ce que nous faisons? Est-ce que Abidjan écoute notre voix? Bon, je pense que nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Aujourd'hui, je pense que c'est le statu quo. Le statu quo, vous avez pu suivre les négociations dans ce qu'on a appelé le dialogue direct entre le pouvoir et le Front populaire ivoirien. Ça n'a rien donné. Ça veut dire que le pouvoir n'a pas encore compris, voilà, le bien fondé du dialogue, n'a pas encore compris le bien fondé d'écouter le Front populaire ivoirien. Et donc, nous essayons toujours de nous faire entendre, nous essayons toujours de nous faire comprendre, nous essayons toujours d'interpeller le pouvoir. Il ne faut jamais se lasser de le faire. Donc, nous poursuivons notre travail. Nous pensons que la solution à ce problème-là réside dans la discussion permanente, voilà, dans le compromis permanent. Et c'est pourquoi nous ne lésinons pas sur les moyens pour demander à ce pouvoir
de discuter, car c'est important de discuter. C'est important de discuter de la vie politique en Côte d'Ivoire, de discuter des questions électorales en Côte d'Ivoire, de discuter de la question des exilés en Côte d'Ivoire, de discuter de la question du président Laurent Gbagbo, de discuter de la question de la sécurité, de discuter de la question du foncier. C'est des questions fondamentales que aucun parti, aucun groupe, fût-il celui qui est au pouvoir, c'est des questions importantes qui engagent tout le monde. Et donc, aucun groupe, fût-il celui qui est au pouvoir, ne peut en décider de façon unilatérale. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne s'est jamais vu dans aucun pays, ça ne s'est jamais vu. Donc, pour nous, nous pensons que il faut continuer à faire en sorte que le pouvoir comprenne que c'est par le dialogue que nous pouvons sortir de ce conflit. Voilà, donc nous ferons notre travail, le Front populaire fera son travail. Voilà, vous savez, bon, peut-être que on dit que c'est un rapport de force, on n'a pas encore peut-être totalement inversé les rapports de force en notre faveur, mais nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble. Vous voyez que la situation en Côte d'Ivoire n'est pas réduisante. À propos de dialogue, la situation en Côte d'Ivoire n'est pas réduisante. À propos de dialogue, justement, vous y croyez? Le dialogue? J'ai dit, à propos de dialogue, vous y croyez? Oui, j'y crois. Mais si je ne crois pas au dialogue, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais, quand on ne croit pas au dialogue, on fait autre chose. Non, en fait, ouais. Donc, on croit au dialogue. Ok, il n'y a pas de problème. C'était une question comme ça. Voilà, on croit au dialogue. Nous sommes un parti de dialogue. Ouais. C'est le Front populaire ivoirien qui a initié le concept du asseyons-nous et discutons. Ouais. Voilà, donc nous sommes des partisans de Gbagbo Laurent et nous nous retrouvons dans ce concept d'asseyons-nous discutons. Donc nous croyons au dialogue. Ok, pas de problème. Oui. De toute façon, tout va se terminer par le dialogue. Ouais, ça c'est comme on dit dans le même ordre d'idée, hein, étant donné que le confrère vient de vous dire, que la radio étant écoutée un peu partout à travers le monde, nous avons justement une question du comité de lutte Eburni qui demande effectivement comment est-ce que vous vivez la situation politique en Côte d'Ivoire depuis votre exil. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien, parce que je veux dire que nous ne sommes pas venus éterniser ici. Voilà. Tout ce que nous faisons, moi personnellement, Damana Pika, tout ce qui me reste comme énergie, voilà, je la consacre à mon retour au pays. Je la consacre dans la lutte que je mène pour retourner chez moi en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un désir obsessionnel pratiquement. Voilà. Donc, nous suivons constamment ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous suivons, puisque voilà, nous sommes venus ici, nous avons replié, mais on ne se sent mieux que ce soir. On ne se sent mieux que ce soir. Voilà. Donc, malgré l'accueil dont nous avons bénéficié de la part des Ghanéens, mais on ne se sent mieux que ce soir. Donc, je veux dire, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, concourt à notre retour au pays. C'est pourquoi nous suivons la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous sommes, je dirais, en rapport quasi permanent avec la direction de notre parti à Abidjan. Voilà, donc nous sommes en relation avec la famille, nous sommes en relation avec nos amis. Donc, en fait, nous vivons la Côte d'Ivoire au quotidien. Nous vivons la Côte d'Ivoire au quotidien. Ça, je puis vous l'assurer. Ouais, et c'est ce qui est tout à fait normal et légitime. Permettez-moi, M. Picasse, de revenir un tout petit peu parce que j'aimerais avoir quand même votre avis. Vous avez parlé justement, on va louer quand même vous a quand même accueilli et puis bon mais vous avez remercié le peuple ghanéen de vous avoir accueilli. Par contre, il y a quelques petites affaires qui sont un peu dérangeantes, surtout quand je veux avoir votre opinion sur comment on appelle l'arrestation de votre frère et ami confrère monsieur Blé Goudé. Il y a beaucoup de polémiques qui sont
qui viennent à ce sujet. Alors moi j'aimerais avoir votre avis parce que justement le peuple ghanéen vous a bien reçu, certes. Par contre, il y a différentes personnes qui parlent du fait que bon c'est avec l'accord en fait du gouvernement ghanéen que le président Blé Goudé a été transféré et que on parle de deal, etc. Alors vous, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et de deux, il y a toujours des petites sous-questions dans mes questions. Et de deux, il y a eu une chanson qui a passé dernièrement des G's, je ne sais pas si vous avez entendu, et votre nom même est sorti là-dedans. Alors, j'aimerais aussi que vous donniez votre opinion là-dessus sur ces polémiques-là. Merci. Ok. Bon, vous savez, nous regrettons toujours la façon dont les choses se sont passées pour notre frère Charles Blé Goudé. Il a été arrêté et transféré en Côte d'Ivoire dans une célérité qui nous a tous pris de coup. Voilà. Nous n'avons pas eu même l'occasion de mettre en exergue, de mettre, je dirais, en vigueur les leviers dont nous disposons ici pour amortir ce genre de situation. Donc c'est une question dont nous avons débattu avec les autorités ghanéennes, voilà, qui nous ont présenté un peu la complexité de la situation, voilà, du camarade Blé Goudé. Donc il a été extradé, voilà, vers la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est vraiment une situation qui est regrettable. Mais on est obligé de la prendre ici. Voilà, on est obligé de la prendre ici. Donc nous gérons la situation. Nous avons fait nos réserves aux autorités ghanéennes. Nous avons fait nos réserves au Ghana Refugee Board. Et je crois que on s'est compris. Donc, mais compte tenu un peu de la délicatesse du dossier, de la situation, je pense que il est important qu'on n'épine pas trop là-dessus. Mais comprenez que le camarade a été arrêté et puis déféré avec une célérité, transféré avec une célérité vers son pays d'origine. Maintenant, vous avez parlé de la chanson des Guises. Oui, j'ai écouté cette chanson. Bon, est-ce que c'est important de répondre? Je vais simplement dire deux mots là-dessus. Voilà, je vais simplement dire deux mots là-dessus. J'ai été choqué. J'ai été choqué par cette chanson. J'ai été choqué par ces attaques gratuites, infondées, voilà, qui ont été faites par nos jeunes frères dans une chanson. Voilà. Et si vous avez constaté, eux-mêmes, ils n'ont pas pu soutenir, voilà, les propos qu'ils ont tenus, les accusations extrêmement graves qu'ils ont portées, et ils ont dû s'excuser. Mais vous savez, les excuses, c'est trop facile de le faire comme ça. Voilà, c'est trop facile de le faire comme ça, parce que vous vous asseyez, vous concevez des paroles, vous les mettez en musique, vous indexez, identifiez des personnes sur lesquelles vous portez des accusations, vous allez même chercher leurs photos pour illustrer vos propos, pour les livrer à la vindicte, et puis du jour au lendemain, vous vous excusez. Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité! Voilà. Il aurait été judicieux quand même de chercher à nous appeler et puis nous demander nos points de vue, qu'est-ce qu'on en pense, et puis on allait s'expliquer. Mais je n'ai pas du tout aimé ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas du tout cette attaque gratuite, méchante qu'ils ont portée. Concernant ma personne, ils savent ce qu'on appelle faire une collection de voitures. Ils savent ce qu'on appelle faire une collection de voitures de luxe. Ils savent dans quelle situation je vis. Ils savent quels sont les efforts que nous faisons chaque jour pour survivre ici, pour rester digne. Parce qu'on a tout perdu, on nous a tout confisqué, on n'a absolument rien. Nous sommes sortis de façon précipitée, sans aucune précaution. Moi, quand je sortais du Ghana, quand j'étais sur cette lagune, entre 2h et 3h du matin,
en train de rejoindre, quitter Benjerville et rejoindre Mossou. Mais je me dis, mais Picasso, où tu vas? Et qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Puisque je n'avais rien, je n'avais même pas un seul sou sur moi. Voilà. Et on arrive ici, on se débat pour maintenir d'abord, parce qu'on est sorti, tu ne peux pas sortir, puis on est sorti avec femmes, enfants et parents. Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils savent ce que ça pèse? Parce que les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent manger, la famille doit se nourrir. Est-ce qu'ils savent ce que... Est-ce qu'ils savent? Ils imaginent un peu comment nous vivons ici. Est-ce qu'ils imaginent comment? Et puis, vous êtes dans cette difficulté-là, avec vos camarades de lutte, et puis, des kidams vous accusent comme ça de façon aussi légère que grotesque dans une chanson. Ils savent ce qu'on appelle faire une collection de voitures. Et ils demandent si on sait comment vivent les gens dans les camps. Moi, je n'ai pas besoin des guides pour savoir comment les gens vivent dans les camps. Puisque moi-même, je suis dans les camps. Parce qu'il y a 8 frères et sœurs, des mêmes pères et des mêmes mères qui vivent dans les camps. Donc je n'ai pas besoin de quelqu'un pour savoir comment les gens vivent dans les camps. Je sais exactement comment les Ivoiriens vivent dans les camps. Je sais exactement comment mes frères vivent dans les camps. Voilà. Je sais ça. Et ici, là, on fait ce qu'on peut pour aider nos camarades, nos compatriotes, malgré les difficultés que nous avons. Malgré les difficultés que nous avons. Je ne vais pas faire je ne vais pas faire la description, je ne vais pas parler de ce qu'on a fait ici, mais on se débat trop pour que, de façon grotesque, légère, des gens viennent nous insulter, nous mépriser. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un d'avoir de la compassion pour moi. Je n'ai pas besoin de la compassion de quelqu'un. Mais j'ai besoin qu'on respecte ma souffrance. J'ai besoin qu'on respecte ma dignité. J'ai besoin qu'on me respecte. Voilà. Parce que nous sommes dans un combat qui est extrêmement difficile. Nous sommes dans un combat qui a déjà causé la mort de milliers et de milliers de personnes. Et les gens en meurent encore. Et donc, je n'aime pas du tout ce que ces jeunes gens ont fait. Je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait. Je n'aime pas ça du tout. Est-ce qu'ils savent, les exilés ici, les ministres qu'ils ont cités, les personnalités qu'ils ont citées, Gossio, construire des cités. Ils savent ce qu'on appelle construire des cités. Ils savent ce que c'est qu'une cité. Ils ont les moyens de vérifier ça. Ils savent comment vivre Don Melo ici, à Soadou, toutes ces personnalités-là. Mais enfin, qu'ils arrêtent un peu. Je peux admettre que ce soit le RDR qui se comporte comme ça. Que ce soit ceux qui nous agressent qui se comportent comme ça. Mais que ce soit des personnes qui prétendent être dans la lutte, qui prétendent être avec nous, qui se répandent de façon aussi légère, aussi sérieuse dans une chanson. Dans le même moment où Alpha Blondy, dans un concert publiquement, vilipende le président Gbagbo, et il récidive ici, en insultant les gens ici qui se battent pour que les Ivoiriens retrouvent leur dignité. Ah non. Il faut que chacun de nous fasse très attention. Et c'est sur ça que je vais terminer. Il faut que les gens fassent très attention. Parce qu'on n'est pas dans une plaisanterie. On n'est pas dans une comédie. Et ceux qui pensent qu'ils sont sur un air de jeu, ils n'ont qu'à se détromper, ils n'ont qu'à quitter leurs illusions. Parce qu'on n'est pas du tout sur un air de jeu. Et l'état d'esprit dans lequel je suis, il faut qu'il s'en méfie. Je suis dans un état d'esprit tel que je n'ai pas envie d'avoir affaire à quelqu'un de mon bord. Je n'ai pas envie, non. Voilà. Les choses sont trop sérieuses et celui qui n'est pas sérieux, il n'a qu'à quitter l'arène. Celui qui n'est pas sérieux, il n'a qu'à quitter l'arène. Parce que ce qui se passe là est extrêmement grave. Et donc, c'est ce que je voulais dire concernant cette question. C'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur Picasso. Je pense que c'est assez clair. Je pense que la réponse a été assez claire. Il nous parle des prisonniers. Est-ce qu'on se soucie des prisonniers? Mais c'est parce que Gbagbo est en prison que nous on est ici. C'est parce que Laurent Gbagbo est en prison que nous on est ici. C'est parce qu'on est convaincu que c'est Gbagbo qui a gagné les élections que nous sommes ici.
C'est parce que on a le souci permanent de nos camarades en prison que nous sommes ici. Et puis eux, c'est à moi, ils vont demander si je me suis des prisonniers. Mais je vais rappeler à leur mémoire que moi, personnellement, j'ai 2 frères qui ont été arrêtés par le régime de Ouattara, simplement parce qu'ils sont mes frères. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis quelque chose de répréhensible, mais parce qu'ils ont le lien de parenté avec Damara Pikara, ils ont été arrêtés et ils croupissent dans les prisons. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire est-ce que je me soucie des prisonniers. Mais quand on ne connaît pas les gens, quand vous ne connaissez pas les gens, il faut parler d'eux avec un peu de mesure, un peu de réserve. Un peu de réserve. Ils ne savent pas ce qu'on vit ici personnellement. Ils ne savent pas ce qu'on vit. Et donc, c'est pourquoi ça m'a fâché. Hein. Ça m'a vraiment mis hors de moi quand j'ai écouté ce morceau passé. Je n'ai pas du tout aimé ça. La copie là, elle est faite pour les réfugiés. Et elle s'occupe des réfugiés. Et nous sommes à leur côté. Bien évidemment, tout ne se résout pas en termes d'argent parce que nous n'en avons même pas nous-mêmes. On n'a pas d'argent. Voilà. Et les réfugiés sont combien? C'est des milliers de personnes. Aucune fortune ne peut, je dirais, entretenir ces réfugiés-là de façon permanente, de façon quotidienne. Si bien que les gestes que nous faisons de façon sporadique, ce ne sont que des gestes symboliques. Et les Ivoiriens même qui ont compris ça, ils ont développé un reflet de survie personnelle dans les camps. Ils ont développé un reflet de survie. Moi, je sais comment les gens se débrouillent dans les camps pour vivre, pour survivre. Voilà. Donc, c'est ça. Ici, là, les Ivoiriens ne sont pas venus rester dans les camps. Il ne s'agit pas de les entretenir pour qu'ils vivent bien dans les camps. Non, ils ne vous diront même pas ça. Qu'on n'est pas venu ici pour vivre bien dans les camps. Il faut travailler, il faut faire en sorte qu'on retourne chez nous. Et c'est votre responsabilité en tant que leader. Voilà la mission qu'ils nous ont accordée. Voilà. Donc ceux qui sont dans leurs illusions, ou bien dans leur agenda personnel, dans leurs calculs mesquins, ils n'ont qu'à laisser les Ivoiriens en dehors de ça. Parce que souvent les gens en font un fonds de commerce. Les gens spéculent dessus. Les réfugiés. Mais il y a combien effectivement qui se soucient des réfugiés? Et puis moi-même je suis réfugié. Hein. Nous tous nous sommes des réfugiés. Voilà. Donc, voilà, chers amis, ce que j'avais voulu. Excusez-moi si je me suis un peu emporté. C'est un peu normal. C'est certain que vous avez été pointé du doigt directement dans la chanson. Donc, c'est normal qu'on puisse vous poser la question pour que vous puissiez leur répondre aussi directement. Mais étant donné qu'on parle toujours de musiciens, ben, vous avez parlé un tout petit peu de cet autre musicien qui est quand même assez connu. On parle de Alpha Blondy. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez perçu sa déclaration, sa sortie. Je ne sais pas si c'était à l'Olympia ou à Paris. Puis oui, tout de suite après, je pense 2 jours après, il a dit qu'il s'est fait mal comprendre. Or, nous savons très bien quand même que, qu'on le veuille ou pas, Alpha Blondy était un artiste quand même assez connu à travers le monde. Donc, moi personnellement, je suis un peu perdu dans ces déclarations. Alors, je ne sais pas comment vous avez perçu lui sa déclaration à l'Olympia et le fait qu'il dise après qu'il s'est fait mal comprendre. Oh, mais laissez Alpha, je ne sais pas de qui. Il faut qu'il arrête de se et qu'il nous prenne très au sérieux. De toute façon, moi personnellement, depuis un certain moment, c'est quelqu'un que je ne prends pas au sérieux. Voilà, parce qu'il n'est pas psychologiquement équilibré. Voilà, il fait pas preuve d'une lucidité permanente. Je pense qu'il a des périodes de troubles de mémoire, de perte de conscience. Et donc, ça lui permet de faire des sorties de route extrêmement graves. C'est un artiste de renommée. Voilà, c'est un artiste de renommée, mais il dit pas des choses toujours qui sont sensées. Il dit pas des choses qui sont crédibles. Donc, moi personnellement, il n'est pas à sa première contradiction. Voilà, il n'est pas à sa première sortie de route et ça sera certainement pas la dernière. Et si vous vous souvenez bien, 2 jours après, il dit qu'il s'est pas fait comprendre, il s'est pas fait bien comprendre. Voilà, c'est pourquoi il dit qu'il a des moments d'absence de lucidité. Voilà, il parle sans véritablement savoir ce qu'il dit, même quand il dit des choses graves. Et puis après, bon, mais quand il revient à lui, quand il a ses esprits, et qu'on lui dit ce qu'il a dit, effectivement, il montre de l'étonnement.
Voilà, donc je pense que il faut mettre ça sur ce compte-là de quelqu'un qui est psychologiquement troublé, voilà, qui n'arrive pas souvent à faire le discernement des choses. Voilà. Donc je crois que la consommation de la cocaïne aussi contribue à désagréger, à altérer les facultés mentales. Donc je pense que c'est un cas de pathologie avérée pour notre ami frère Alpha Blondy. Il faut le prendre ainsi. Il faut le prendre ainsi. Voilà. Donc c'est des personnes qui ont bénéficié de tout du président Gbagbo, de toutes les attentions du président Laurent Gbagbo. Mais Gbagbo, vous savez, même à Ouattara, il a fait même à Ouattara, il a fait du bien. Même à Ouattara, il n'a jamais fait de méchanceté. Voilà. Donc que Alpha ne reconnaisse pas les bienfaits de Gbagbo et qu'il se jette dans ce genre de lucubration, bon, je pense que c'est tout à fait à son honneur. Voilà. Mais je le dis, il ne faut pas faire attention à Alpha. Voilà, parce que... Ok. Voilà. Ok, merci M. Picasse. On va revenir encore sur le 11 avril, hein, parce que quand je regarde monsieur Damna Picasse présentement, je ne sais pas si monsieur Damana Picasse il se rend pas compte en fait de l'importance que ce personnage. Oui, il y a le président Gbagbo, mais monsieur Damana Picasse pour moi est le personnage aussi qui a changé l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand je vois monsieur Picasse, je vois le geste que vous avez posé. Je vois le geste qui a fait le tour du monde. Quand vous avez enlevé les feuilles, ce qui a complètement changé l'histoire de la Côte d'Ivoire, veut pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Alors, si aujourd'hui, après 2 ans, est-ce que monsieur Damana Picasse, est convaincu, après ce qu'il a vu, après les 2 ans passés, est-ce qu'il est convaincu que l'acte qu'il a posé était un acte noble et si c'était à refaire, il l'aurait refait? Oui, merci beaucoup. Effectivement, cet acte-là a fait l'objet de beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Certaines personnes, bien entendu, l'ont déploré, d'autres l'ont apprécié à sa juste valeur. Certaines personnes encore m'ont dit qu'il aurait été bien de laisser la forfaiture se poursuivre, de laisser la CEI donner ses résultats partiels là, même s'ils étaient faux, et qu'il a laissé le Conseil constitutionnel rectifier les choses. Donc il y a eu beaucoup de débats sur cette question, mais 2 ans après, avec tout ce qui s'est passé par la suite, avec la crise électorale que nous avons connue, avec les révélations que nous avons pu obtenir, c'est un acte que nous ne regrettons pas du tout. Alors là, pas du tout. Et pas du tout. Et si c'était à refaire, mais nous le referions. Nous le referions sans hésiter. Parce que, vous savez, au-delà de ce que les uns et les autres ont pu voir et apprécier, mais il s'agissait d'une véritable machination électorale. Est-ce qu'on pouvait appeler ça même des élections? Il s'agit d'une véritable machination, d'un véritable coup monté pour légitimer simplement l'avènement de M. Ouattara au pouvoir. C'était de ça qu'il était question. Voilà. Donc, toutes les règles élémentaires que la CEI s'est elle-même fixées, toute cette législation, tous ces règlements intérieurs qui étaient clairs, écrits noir sur blanc, sur du papier, mais tout cela a été, tous ces tests ont été royalement ignorés par ceux-là même qui étaient censés les défendre. Oui. Et donc, je pense qu'il était quand même judicieux de notre part d'interpeller la communauté internationale, d'interpeller la communauté nationale en la choquant, en posant un acte fort. Parce que ces personnes-là, ils croient qu'ils sont les seuls fous.
Ils croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et que oui, nous sommes les vertueux. Il y a des Rubicons que nous ne pouvons pas franchir. Et donc, ils sont responsables de tous les travers. Voilà. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que M. Bamba Yakuba, au moment où il s'apprête à lire des résultats, voilà, sur lesquels il y a des doutes et des suspicions, vos collègues, c'est-à-dire vos collègues arrivent sur le plateau et vous demandent, non, M. Bamba Yakuba, il y a des problèmes sur ces résultats, retournons à la commission pour que nous puissions en débattre, afin que toute la commission centrale soit d'accord et vous reviendrez ensuite pour les rendre publics. Entre se lever et puis à suivre ses collègues qui sont venus le chercher et s'entêter à proclamer des résultats suspicieux, douteux, qui est extrémiste ou bien qui voulait porter entrave à la démocratie? Qui voulait porter entrave à la démocratie entre lui et nous? Voilà. Mais M. Bamba Yakuba était dans son rôle, était dans son élément. Donc, il fallait aller vite. Comme l'a recommandé M. Choi. Il faut aller vite. Il faut prendre les probables de cours et proclamer ce qu'eux ils ont promis comme résultat. Voilà. Donc, il était question de révéler à la face du monde entier que tout ce qui se passait n'était pas des élections. Que ce qui se passait n'était pas des élections. Et il fallait y mettre un terme pour que tout le monde sache qu'il se passait des choses anormales. Et c'est ce qui a été fait. Mais vous avez pu constater que ça les a complètement déroutés et déstabilisés. Ils n'avaient pas prévu ce scénario. Ils n'avaient pas prévu ce scénario dans leur schéma, dans leur tactique. Donc ça les a déroutés, ça les a déstabilisés et dans la précipitation. Voilà. Dans l'improvisation, dans la précipitation, dans le manque de préparation, ils ont commis par la suite beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là ont révélé en fait à la face du monde entier, ont révélé à la face de la communauté nationale que nous étions vraiment nous avions affaire à des bandits. Nous avons affaire, et comme le disait M. à la veille, nous avons affaire à des voyous. Ça, ce sont les thèmes de Youssou Bakayoko, parlant du RDR. Voilà. Et donc, vous avez pu voir qu'ils ont donné les résultats dans le QG de M. Ouattara. Ils ont donné les résultats en dehors du délai. Ils ont donné des résultats devant la presse étrangère. Ils ont donné les résultats devant les ambassadeurs des États-Unis et des pays de l'Union européenne. Et donc, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Voilà, dans l'improvisation, dans le manque de préparation et dans l'improvisation. Parce que le scénario de bloquer leur coup d'État là de façon publique là, ils ne l'avaient pas du tout prévu, ils ne l'avaient pas du tout imaginé. Voilà. Et donc ça nous a permis par la suite de creuser, de fouiller et de voir que en fait tout ce qui s'est passé dans ces élections n'était que de la poudre aux yeux, ce n'était que de la fraude, ce n'était que de la magouille. Et quand ils refusent le recomptage des voix, c'est à décès. Quand ils refusent qu'on fasse l'audit du processus électoral, c'est à décès. Oui, parce que quand Laurent Gbagbo, depuis Abidjan, demande le recomptage des voix, mais qui lui répond en premier? Ce n'est même pas Ouattara, ce n'est même pas le RHDP, mais la réponse de Gbagbo arrive des Nations Unies. C'est Ban Ki-moon en personne qui répond à Gbagbo Laurent. Et qu'est-ce qu'il dit? Le recomptage des voix va causer des torts graves à M. Alassane Ouattara. Voilà. Le recomptage des voix va causer des torts graves à M. Ouattara et causer un précédent. Mais enfin, comment un simple recomptage des voix va causer des torts à M. Ouattara? Voilà. Et pourquoi c'est Ban Ki-moon qui répond en lieu et place de Ouattara? Ça veut dire que la conspiration était évidente et elle venait des salons feutrés des Nations Unies. Voilà.
Donc, aujourd'hui, là, si c'était à refaire, nous le referions. Sans état d'âme. Vraiment sans état d'âme. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur Picasse. Nous avons introduit dans la salle un auditeur qui tenait absolument à vous poser ces questions de vive voix. C'est monsieur Apolé. Bonsoir, monsieur Apolé. Bonsoir, tonton. Bonsoir, monsieur Apolé. Vous avez monsieur Picasse. Donc, si vous voulez poser votre question, monsieur Picasse est prêt. Oui, bonsoir, monsieur Damla Picasse. C'est un jeune frère Apolé, je vous appelle des États-Unis. J'ai vu que jusqu'à présent, nous avons un peu évoqué des faits qui sont pas totalement, mais beaucoup d'entre eux sont, j'allais dire, sont peut-être des faits contestés, des faits historiques. Mais j'aimerais parler de ce qui est actuel et de ce qui est encore devant nous. Alors, 2 points que je voudrais évoquer. Puisque manifestement vous êtes proche du FPI, vous êtes FPIiste. 2 points que je voudrais évoquer, donc, c'est les élections municipales. Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que nous n'avons pas participé aux élections législatives, qu'est-ce que vous en pensez? Le résultat de notre absence à ces élections législatives qui aujourd'hui nous empêche de toucher à ce qui est de droit, c'est-à-dire un financement de nos activités politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Que devrait faire celui qui se fait appeler en tout cas aujourd'hui président, nous allons l'appeler simplement le chef d'État? Que devrait-il faire, d'après vous, dans le cadre de la réconciliation? Devrait-il aller au-delà de ce que le texte de loi dit et financer donc les activités politiques du FPI? Et puis je terminerai en vous posant la question du procès qui semble-t-il a débuté, le procès il me semble, 4 ou 5 FRCI qui sont en tout cas inculpés pour des tueries au niveau de Vavois. Donc voilà à peu près les questions que j'ai pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Concernant les élections, je pense que le FPI a bien fait de ne pas participer aux élections législatives. Nous avons décidé délibérément d'accéder au pouvoir par la voie pacifique. Voilà, par la voie pacifique. Qui parle de voie pacifique parle de voie électorale. Donc nous sommes les enfants des élections. Nous sommes les enfants des élections. Voilà. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas faire de la figuration. Nous ne voulons pas accompagner simplement un processus électoral parce qu'on nous demande de le faire. Quand vous avez décidé d'arriver au pouvoir par les urnes, ça veut dire que vous faites de la crédibilité des élections. Ça veut dire que vous faites de la légitimité des élections, de la clarté des élections, de la transparence des élections, votre cheval de bataille. Mais, chers amis, regardez un peu la configuration actuelle de l'organe en charge des élections, c'est-à-dire la commission électorale indépendante. Elle comporte aujourd'hui en son sein le MJP, le MPIGO, le MPCI, en majorité. Tous des groupes rebelles. Alors qu'il y a eu, d'après eux, des élections qui sont passées, il y a eu un nouveau pouvoir qui est arrivé. Et donc, il s'agit de mettre en place une nouvelle commission qui reflète la classe politique actuelle en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais le RDR ne peut pas être surreprésenté dans cette commission à travers sa branche armée que je viens de citer. Et puis, on va décider d'aller à ces élections. Mais c'est des élections biaisées d'avance. Biaisées d'avance. Puisque la commission est contrôlée quasi totalement par cette formation politique. Quasi totalement par cette formation politique. Donc il y a un doute sur la neutralité de la CEI. Il y a un doute sur la légitimité de la CEI. Voilà. Surtout qu'il y a un précédent.
Surtout qu'il y a un précédent. Donc, on ne peut pas aller à ces élections-là avec une telle commission, chers amis. Par ailleurs, regardez comment le parti a été décapité, démantelé. Son président en prison, ses cadres en prison. Quand ils n'ont pas été tués, certains sont en exil. Les comptes sont bloqués. Les ressources sont confisquées. Mais comment dans un tel contexte, comment avec une telle répression, un parti peut valablement aller à des échéances électorales? Mais dites-moi, pourquoi ces cadres-là sont aujourd'hui en prison? 2 ans qu'ils sont en prison. Qu'est-ce qu'on reproche au président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Affi-N'Guessan? Parce que si on considère que occuper des charges publiques sous Gbagbo Lora est un crime, si Ouattara considère que occuper des charges publiques, servir la Côte d'Ivoire sous Gbagbo Lora est un crime, mais de quoi accuse-t-on Affi-N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, qui depuis les accords de Makoussi s'occupait du FPI, donc de sa formation politique d'un groupe privé? De quoi l'accuse-t-on? Pourquoi il est en prison? Pourquoi? Ouais. Donc vous ne pouvez pas détenir dans des conditions arbitraires, révoltantes, écœurantes, le président d'un parti et inviter ce parti à aller vous accompagner à des élections. Vous ne pouvez pas maintenir des cadres d'un parti, des candidats de ces partis-là en exil et puis demander au parti de venir participer à des élections. Vous ne pouvez pas confisquer le compte des gens pendant près de 2 ans, leur ôter toute possibilité de pouvoir vivre dans la dignité et puis demander aux gens de venir à des élections. Mais si c'était tout, si c'était, mes chers amis, la Côte d'Ivoire mérite qu'on avec des réseaux, avec des FRC, avec des Ivoirien. Dites-moi de qui relève les dozos qui sont implantés sur toute la Côte d'Ivoire. De quelle autorité il relève? Du ministère de la Culture, du ministère de la Sécurité, du ministère de la... Ils ont même créé un syndicat. Mais dites-moi à Paris que voilà ce qui fait partie du territoire et des contrôles d'identité. Alors qu'ils savent prononcer l'alphabet français. Mais il procède à des contrôles d'identité. Croyez qu'on peut aller à des élections. Mais si vous allez à des élections, puis un dozo vous abat, à qui vous allez vous plaindre? À qui vous allez vous plaindre?
Regardez un peu la liste des élections municipales. Regardez en ce moment les... Et ça, c'est entre eux. Mais c'est déjà aujourd'hui. Alors, c'est seulement. Voilà. Donc, il y a des choses. Il y a des choses. Voilà. Oui, c'est le site qui est passé à l'industrie, le prix de l'élection. Le PDC, c'est des affrontements à longueur de journée. Voilà. Donc, comment on peut. Vous pensez que si entre eux, regardez ce qu'ils sont en train de faire entre eux. Mais si nous on était là, nous qui n'aiment pas, nous qui ont identifié comme leurs adversaires, leurs ennemis, s'ils se tirent entre eux, mais à quelle sauce, imaginez un peu à quelle sauce nous on va être mangés. Imaginez un peu ça. Donc, je pense que non, il ne s'agit pas de toute façon, nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Nous ne sommes pas dans un régime qui respecte les droits de l'homme, qui respecte la liberté des individus, les droits des peuples. Nous ne sommes pas dans un tel régime. Voilà. Donc, un parti qui est légalement constitué comme le Front populaire ivoirien, qui n'arrive même pas à se regrouper, qui n'arrive même pas à faire des meetings, la moindre tentative est matée avec la plus rare violence. Mais comment un tel parti peut être serein et puis aller à des élections? Nous, quand on va à des élections, c'est pour les gagner. Nous, on ne va pas figurer. Et ils savent que nous sommes majoritaires sur le terrain. Ils savent qu'aujourd'hui, là, plus qu'il y ait encore, les Ivoiriens ont doublement, triplement confiance au Front populaire ivoirien comme la seule alternative crédible, capable de ramener la sérénité en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Voilà. Ils le savent. Et donc, c'est pourquoi ils ne veulent même pas que le Front populaire ivoirien se réunisse. Ils ne veulent même pas que le Front populaire ivoirien s'organise, fasse des meetings. Et dès qu'il y a une tentative, on déploie l'armée. On déploie les milices. Et on agresse, on tue. Et puis voilà. Et dans une telle atmosphère, chers messieurs, nous ne pouvons pas participer aux élections. Donc je voudrais, pour terminer cette question, réitérer l'appel au boycott des élections lancées par le Front populaire ivoirien. Oui, nous souscrivons entièrement à cet appel au boycott. Et nous disons aux Ivoiriens de ne pas participer à cette mascarade électorale. Parce que c'en est une. Regardez la violence qui a lieu sur le terrain. Voilà. Regardez la violence qui a lieu sur le terrain. Voilà. Et ça, c'est seulement dans la campagne. Imaginez un peu ce qui va se passer le jour du vote. Pour éviter de se faire anéantir, il ne faut pas aller à ces élections. Et ce que le Front populaire demande n'est pas difficile. Il s'agit de ne même pas aller à ces élections, de se déplacer pour aller vers un bureau de vote. Il faut vaquer à d'autres occupations. Voilà. Aller prier à l'église. Ceux qui peuvent aller à la plage, qu'ils aillent. Voilà. Ceux qui peuvent aller au champ, qu'ils y aillent. Mais n'allez pas à ces élections-là. Parce que aller à ces élections, c'est se faire complice des bourreaux de Laurent Gbagbo. Aller à ces élections, c'est être d'accord que Laurent Gbagbo soit détenu à la haie. Aller à ces élections, c'est être d'accord que ce pouvoir encourage et que ce pouvoir emprisonne de milliers et de milliers d'Ivoiriens sans jugement. Aller à ces élections, c'est encourager l'inflation. Aller à ces élections, c'est être d'accord que des Ivoiriens soient en exil. Donc c'est pourquoi il faut boycotter ces élections. Parce que ce n'est pas un régime digne, ce n'est pas un régime représentatif de l'ensemble de la communauté ivoirienne qui les organise. Et donc il est important de marquer le pas. Voilà. Comme les Ivoiriens ont si bien le fait pendant les élections législatives, où les plus optimistes ont parlé de 12% du taux de participation. Il faut que ces élections soient boycottées par l'ensemble des Ivoiriens. Merci. On m'écoute?
Merci, monsieur Picasse. Oui, nous écoutons, mais c'est sûr et certain que pendant que vous parlez, c'est certain que nous savons très bien que les communications ne sont pas si parfaites que ça. Nous faisons avec. Donc, il y a la technique de l'autre côté, mais on voit effectivement que j'ai failli même vous dire d'aller prendre, de prendre un peu d'eau parce que c'est que je viens de faire, tout à fait. Facile. Ouais, c'est que je viens de faire. Facile. Merci beaucoup. C'est sûr que nous avons entendu. Je ne sais pas si Monsieur Apolé a eu satisfaction pour les réponses données par. Oui. Bon, l'essentiel, je pense que l'essentiel a été touché. Bon, le reste c'était un peu tout, mais l'essentiel a été touché. J'aimerais savoir également ce que vous pensez. Une question qui a été donnée par une des talkers, je devrais dire. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous pensez que le combat, la résistance à présent doit être orientée de façon structurelle? Il semblerait que beaucoup de personnes aujourd'hui se disent que nous sommes sortis quelque peu de notre torpeur, n'est-ce pas? Ce que les Ivoiriens ont appelé être traumachoqués. Donc nous sommes quelque peu donc sortis de cela, et il y a un besoin de se regrouper. Il y a un besoin de s'organiser proprement. Nous avons déjà vu certaines organisations être mises sur pied, mais il y a un besoin d'une cohésion d'ensemble, d'une certaine homogénéité. Alors, de façon structurelle, j'ai cru comprendre, enfin, d'après ce que l'internaute ou la talker pose comme question, est-ce qu'il faudrait tous ensemble se mettre derrière le FPI, et donc le FPI serait vraiment ce grand leader-là de tous ces idéaux-là dont nous faisons plus ou moins l'hypostase, ou bien alors nous devrons regarder ailleurs. Quand on parle d'ailleurs, cela pourrait être possiblement le mouvement. Je ne sais pas s'il s'agit d'un mouvement ou bien alors s'il s'agit aujourd'hui d'un parti politique, mais de votre bien-aimé camarade Blékoudé. Enfin bref, comment est-ce que nous pourrons nous organiser structurellement, nous unir autrement que par la pensée, que par les désirs, mais nous unir effectivement pour des actions qui ont des portées importantes sur le terrain. Merci. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec tout ce qui se passe, comment la lutte est menée. Voilà, comment la lutte est menée, je n'ai vraiment pas de problème. Mais, vous savez, le Front populaire ivoirien, comme son nom l'indique, hein, c'est un front. Voilà. C'est un front. Voilà. Et dans ce front-là, tout le monde se retrouve. Voilà. Tout le monde se retrouve dans le front. Donc nous sommes dans une révolution et tout le monde devrait pouvoir se retrouver dans le front. Et aujourd'hui, toute démagogie mise à part, le Front populaire ivoirien est l'instrument de combat du peuple de Côte d'Ivoire. L'instrument de combat du peuple de Côte d'Ivoire. Et je veux dire, à ce niveau, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Donc, nous, on était ici en exil, et tout se faisait dans le cadre du Front populaire ivoirien, dans le cadre de la coordination du Front populaire ivoirien. Et vous voyez à Abidjan même, voilà, c'est le Front populaire ivoirien qui conduit le combat, qui conduit la lutte. Et ça, je veux dire, comme tu le dis, pour une question d'efficacité, de cohésion, il serait souhaitable qu'on aille dans ce sens. Donc, je dirais, c'est notre instrument de combat. Nous devons faire en sorte de le rendre davantage plus fort. Nous devons faire en sorte de le rendre davantage plus irrésistible. Nous devons faire en sorte de le rendre davantage plus incisif. Nous devons faire en sorte de rendre le FPI davantage incontournable. Pour qu'il soit à la hauteur. Pour qu'il soit à la hauteur des défis qui se posent à nous. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important ça. C'est vraiment important, comme vous le soulignez. Voilà, c'est vraiment important que vous le souligniez. Mais, en règle générale, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau. Voilà, il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau. Vous voyez, par exemple, quand je prends la diaspora ivoirienne, il
il y a une multitude d'organisations, mais les gens arrivent souvent à se retrouver, à discuter et à mettre en place un minimum de cohésion et de collaboration. Voilà. Un minimum d'organisation structurelle. Voilà. Mais si déjà on s'entend sur le plan des objectifs, c'est déjà bien. Et cela, nos camarades de la diaspora le réussissent très bien. Voilà. Ils organisent des manifestations communes, ils organisent des regroupements ensemble, et vous voyez que chaque jour, ils battent le pavé. Malgré cette multitude d'organisations, les gens arrivent quand même à faire la part des choses et à s'entendre sur le minimum, sur des objectifs communs. Voilà. Donc, je crois que au niveau de, au niveau des Ivoiriens en exil ici, les choses sont très claires. Voilà, les choses sont très claires ici. Ici, il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de débat sur ces genres de questions-là. Non, nous sommes d'accord sur ces genres de questions. Voilà. Donc, si vous avez constaté lorsque le FPI devait être reçu à Dakar, par exemple, c'est des rencontres que nous avons préparées avec certains camarades ici, dont le camarade Bleu Goudé. Voilà. Nous avons préparé la rencontre avec le camarade Bleu Goudé, nous avons préparé la rencontre avec Stéphane Kipré et autres. Voilà. Mais tous étaient d'accord que ce soit le FPI qui soit la locomotive. Tous étaient d'accord. Ça n'a pas fait l'objet de débats, et cela de façon automatique. Voilà. Et c'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Et qui démontre leur maturité d'esprit et leur grandeur dans la lutte. Ouais. Et vous avez pu vous rendre compte, quand les gens sont partis, c'est le FPI qui a conduit les négociations, c'est le FPI qui a signé le procès verbal, tout ça, mais tout le monde était dedans. Tout le monde était dedans, et ça n'a pas causé de problème. Mais c'est pratiquement la même chose aujourd'hui à Abidjan. Voilà. C'est le FPI qui traduit les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. À travers le dialogue direct, c'est avec le FPI que ça se mène. Voilà. Quand il y a eu ces multitudes d'organisations, mais vous avez vu qu'il y a eu un peu de cacophonie au niveau de certains de nos ex-alliés, tels que le Koulibaly Gervais, les Kabé Apia, les Henriette Lagou et autres. Voilà. Vous avez vu quelle trajectoire ils ont abordé. Et comme le Front populaire ne se retrouvait pas dedans, comme la Côte d'Ivoire ne se retrouvait pas dedans, le FPI ne s'est pas associé, voilà, au dialogue avec tous ces groupes et à exiger un dialogue direct où on va être sérieux pour discuter, où on va vraiment poser les questions des Ivoiriens, où on va poser les questions des gens qui ont des problèmes. Voilà. Donc aujourd'hui, faudrait pas que, en tout cas, faudrait pas qu'on s'embrouille. Voilà. Faudrait pas qu'on s'embrouille. Je veux dire, ici en exil, on ne s'embrouille pas du tout. Ouais, je l'ai dit, il y a 3 organisations, mais chacune de ces organisations sait exactement jusqu'où elle peut aller et jusqu'où elle ne doit pas aller. Étant entendu que c'est la coordination du FPI en exil qui est la structure mère, à la source de laquelle nous venons tous nous abreuver. Et c'est elle qui fixe le cadre général de la lutte. Voilà. Et, voilà. Donc, dirigé par le camarade Assou Adou. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et à Abidjan aussi, je pense en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Le dialogue direct est piloté, conduit par le Front populaire ivoirien. Et aujourd'hui, les Ivoiriens qui sont en lutte ne fondent leur espoir que sur le Front populaire ivoirien, sur le parti, voilà, le parti de Laurent Gbagbo. Et je voudrais vraiment rendre hommage mérité à tous ceux qui conduisent la lutte en Côte d'Ivoire, à tous ces responsables du Front populaire ivoirien, à toutes ces organisations, voilà, qui appuient le Front populaire ivoirien dans sa lutte, à tous ces mouvements qui soutiennent le combat du Front populaire ivoirien et qui participent aux côtés du Front populaire ivoirien à la lutte libératrice de la Côte d'Ivoire. C'est dans la main, dans une synergie, dans une cohésion d'ensemble, voilà, avec une locomotive clairement identifiée, que nous allons éviter la dispersion, la cacophonie et l'inefficacité. Et que ce soit en exil, que ce soit en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont compris, et je crois qu'il n'y a pas de problème. Le Front populaire ivoirien tient la ligne, le Front populaire ivoirien tient le combat, et il n'y a pas de problème à ce niveau. Merci beaucoup. Je vais peut-être terminer. Je sais que je prends beaucoup de temps de notre tonton, voilà, pendant que vous buvez un peu d'eau.
je vais terminer en vous posant deux questions. À une de ces questions, je vous demanderai de ne pas faire la langue de bois bien connue du politicien, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas. D'accord. Je n'ai pas cette habitude-là. D'accord. Alors, je voudrais que d'abord, la première question, que vous reveniez peut-être sur les conditions, quoique peut-être que vous ne les pratiquez pas de façon directe, mais sur les conditions de vie et précisément sur ce qui est arrivé au Togo avec nos frères exilés qui sont au Togo. Nous avons cru comprendre que il y a le porte-parole des exilés ivoiriens au Togo qui a été mis aux arrêts il y a peut-être une semaine ou une semaine et demie de cela. Donc, je voudrais avoir vos impressions sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, avant de vous laisser, j'aimerais que vous nous donniez votre scénario le plus pessimiste pour la Côte d'Ivoire et votre scénario le plus optimiste. Je ne dis pas rêveur, parce que, mais le plus optimiste mais réaliste. J'aimerais que donc vous nous donniez ces deux scénarios, tout en restant réaliste. Quel est le scénario le plus pessimiste que vous avez et quel est le scénario le plus optimiste que vous avez? Voilà, merci. Merci. Vous savez, ce qui se passe au Togo est vraiment regrettable. Voilà, est vraiment regrettable. Donc, mais c'est symptomatique de la gravité de la crise et c'est révélateur du complot international dans lequel nous baignons. Voilà. Vous savez que aujourd'hui, la communauté internationale qui a adoubé le régime de Ouattara serait en contradiction avec elle-même. Voilà. Si elle permet, si elle conçoit qu'il y a des exilés, des Ivoiriens qui ont fui le régime de Ouattara, s'il y a des exilés, il y a des Ivoiriens qui pensent que ce régime n'est pas démocratique, ce régime-là brime ses concitoyens. Voilà. Donc, c'est simplement ça. C'est simplement ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, le HCR, qui s'occupe, qui est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'occupe des réfugiés à travers le monde, refuse d'approvisionner nos camarades. Le HCR refuse de leur donner à manger. Le FCR refuse de leur donner de la nourriture. Voilà. Et ils ont créé, ils ont signé une convention, voilà, tripartite, HCR, gouvernement ivoirien et gouvernement togolais, pour ce qu'ils appellent un retour volontaire des réfugiés. Mais en fait, de volontaire, c'est un retour obligatoire, c'est un retour forcé. Voilà. Il s'agissait de les kidnapper, de les mettre, de les entasser dans des cas et de les ramener de force chez eux. Et comme les Ivoiriens ont refusé ça, alors la machine répressive s'est mise en marche. La machine répressive s'est mise en marche. Voilà. Le gouvernement togolais devant, le HCR ensuite, on a commencé, voilà, à d'abord les affamer, à les violenter avec l'armée togolaise, à les brimer, à les agresser et maintenant à les mettre aux arrêts. Voilà. À les mettre aux arrêts. Sans oublier les décès qu'on nous signale ici et là, dû à toutes ces difficultés. Voilà. Donc il s'agit, nous sommes vraiment dans la phase pratique concrète de la réalité du complot international contre le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Tout le reste, ce n'est que de l'habillage, ce ne sont que des détails. Sinon, ce qui se passe exactement, c'est ça. Il s'agit pour la communauté internationale de faire en sorte que tout le monde rentre, de gré ou de force. De gré ou de force. Voilà. Donc, c'est un peu caractéristique de ce qui se passe dans le cas d'Ave Pozo. Voilà. Au Togo. Bon, ben, la situation, heureusement, est en passe de rentrer dans la norme parce que les Ivoiriens aussi ne veulent pas se laisser faire. Ils ne veulent pas se laisser faire. Et donc, des discussions ont lieu. Je pense que, comme ils ont déjà libéré nos amis, voilà, M. Gogo a été libéré. Voilà, donc, je pense que la bataille continue. La bataille continue. La bataille continue. La bataille continue. Maintenant, en ce qui concerne
pouvez me rappeler, je n'ai pas bien noté la deuxième question là. Oui, la deuxième question, je vous demandais de façon le tout scénario, en restant voilà. réaliste, voilà, quels sont les scénarios pessimistes et optimistes que vous avez pour la Côte d'Ivoire? Vous savez, je n'ai pas envie de jouer à ce jeu, parce que comme je vous le dis, je suis très pragmatique. Voilà, je suis très pragmatique. Oh, mais je pense que nous allons aboutir. Voilà, nous allons aboutir dans notre combat. Nous allons aboutir dans notre combat. Simplement parce que ce que nous demandons là, ce que nous demandons au régime, ou bien nos revendications actuelles sont liées, je dirais, à l'existence même. Voilà, à notre existence même. Nous posons des questions existentialistes. D'abord. Nous posons ensuite des questions politiques. Nous posons des questions de droit. Toutes choses qui sont attachées à la personne humaine. Toutes choses qui sont défendues par tous les instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Voilà. Donc, nous ne pouvons que gagner ce combat. Ce combat de la démocratie, ce combat de la liberté. Nous ne pouvons que le gagner. Parce que dans tous les pays où le peuple a décidé de mener le combat de la démocratie et des droits de l'homme, il a toujours gagné. Il a toujours gagné. Donc le régime peut freiner ça, peut stopper ça, voilà, peut le retarder, mais le processus ira jusqu'à son terme. Et pour Ouattara, le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours a commencé. Voilà. Parce que depuis juste 2 ans qu'il est au pouvoir, 2 ans qu'il est au pouvoir, regardez où il en est aujourd'hui. Constatez vous-même où il en est aujourd'hui. Il a fait prendre à sa majorité parlementaire une loi qui concentre entre ses mains et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Alors qu'il a la majorité à l'Assemblée, il en est aujourd'hui à institutionnaliser, à officialiser son statut autocratique, dictatorial. C'est à là qu'il est arrivé. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à diriger la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à diriger la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que depuis 2 ans, on tourne en rond. Ça veut dire que depuis 2 ans, on végète. Et la situation ne peut que s'aggraver, ne peut que s'empirer. Regardez la situation sociopolitique. Aujourd'hui, l'école est bloquée. L'école est bloquée. Ce soir encore, on nous signalait des troubles à l'université, des agressions à la machette, alors qu'on a dit que c'était la FECI, on a dissous la FECI. Mais aujourd'hui, une milice proche de Ouattara a attaqué des étudiants qui étaient à l'Assemblée Générale à la machette. Il y a eu 12 morts, dont 3 blessés. Il y a eu 12 blessés. Nous sommes là. Voilà, okay. Donc on n'avance pas. On n'avance pas. Sur le plan sécuritaire, on n'avance pas. Si aujourd'hui un État comme la Côte d'Ivoire, un pays moderne, modèle, un pays civilisé, déploie sur l'ensemble de son territoire des analphabètes, des analphabètes armés, des gens qui vous demandent vos pièces d'identité alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est, qu'ils ne savent même pas lire sur une carte d'identité, sur un passeport, ils vous demandent vos pièces d'identité. C'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. C'est humiliant pour la Côte d'Ivoire. C'est humiliant que des groupes armés occupent tout un pan du territoire ivoirien et lancent un défi à toute la Côte d'Ivoire. Regardez à l'ouest. Les mercenaires burkinabés qui occupent toute la zone du Mont Péco et qui défient le peuple de Côte d'Ivoire, qui défient ce qui reste encore de cette armée. Des rebelles, des groupes armés, qui défient tout un peuple. Et qui menace même à la limite. Si vous tentez de me déloger, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu. Et le gouvernement qui fait profil bas. Le gouvernement qui fait profil bas. Mais à dessein. À dessein, ça se comprend que ce gouvernement fasse profil bas. Parce qu'aucun peuple
Aucun président digne de ce nom ne peut accepter un tel affront, une telle humiliation, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de la négation du peuple de Côte d'Ivoire, de la négation de la Côte d'Ivoire en tant qu'entité étatique, capable d'assumer toutes les prérogatives d'un État souverain, membre de la communauté internationale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc, ne soyez même pas étonnés que dans les mois à venir, Ouattara concentre encore dans ses mains le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire. Parce que les lois qui, même s'ils gouvernent par ordonnance, on peut attaquer ces ordonnances devant les tribunaux. Et comme il ne veut pas que quelqu'un l'emmerde dans ce pays, il va lui-même rendre justice aux justiciables. Donc il va demander au Conseil, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, bon, il n'y a plus de juge en Côte d'Ivoire à partir de lui. Je suis le juge. Et c'est vers ça on va. C'est vers ça on va. Oui. Donc, enfin, appréciez de vous-même. Hein. Ce que je dis là, ce n'est pas. Donc, ça nous réconforte que nous sommes dans le droit, ça nous réconforte que nous devons redoubler d'ardeur. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire sache qu'il a son destin à main. Son destin à main. Et que personne, à part lui, personne ne peut changer la Côte d'Ivoire. Personne ne peut freiner Ouattara dans ses dérives dictatoriales, si ce n'est le peuple de Côte d'Ivoire. Personne. Et donc il est important qu'on puisse, dès à présent, prendre toute la mesure du danger qui nous guette. Toute la mesure du danger qui nous guette. Parce qu'il s'agit d'un danger, toute la mesure, et affronter ce danger-là dès à présent. Affronter ce danger dès à présent. Parce que plus nous perdons le temps, nous ne faisons que reporter le cataclysme. Nous ne faisons que reporter l'avènement du cataclysme. Parce que le cataclysme va arriver. Le cataclysme va arriver. Voilà. Il n'y a pas, en l'état actuel des choses, il n'y a pas d'alternative. Il faut affronter le danger. Les Ivoiriens doivent affronter l'orgue qu'on appelle Ouattara. Parce que, je vous le dis. Aujourd'hui, il a concentré en ses mains le pouvoir législatif. C'est pour légiférer pour 2015. Ce n'est rien d'autre que ça. Ouattara veut préparer les élections de 2015. Et comme il se rend compte que le PDCI n'est plus un allié sûr, et qu'il est de plus en plus question d'une alliance entre le FPI et le PDCI, Ouattara veut prendre ses dispositions pour assurer son élection en 2015. Mais entre nous, est-ce que vous pensez que Ouattara peut battre le FPI et le PDCI? Ouattara peut battre au premier tour, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de les battre au premier tour. Est-ce qu'il peut battre au premier tour le PDCI et le FPI? Mais c'est ce qu'il va préparer, c'est ce qu'il va organiser, et c'est ce à quoi il veut aboutir. En modifiant la population électorale par les naturalisations, il va aussi modifier le code électoral. Parce que, vous savez que pour être électeur, pour les nouveaux naturalisés, il faut attendre 5 ans. Donc s'il ne fait que les naturaliser sans modifier le code électoral, ils ne servent à rien. Donc, pour qu'ils soient électeurs, il va leur demander tout. Il va simplement dire que tout Ivoirien jouit immédiatement de ses droits civiques et politiques. Pour qu'il soit immédiatement électeur. Parce qu'il s'agit de faire un bétail électoral. Pour lui. Pour lui. Voilà. Et cela en prévision de l'alliance ou bien de la convergence de vues entre le Front populaire ivoirien et le PDCI. Il en a peur. Et il a décidé de prendre les devants. Il a décidé de prendre les devants. Voilà, il a décidé de prendre les devants. Et vous verrez que pour la première fois dans un pays, la population électorale risque de doubler entre 2 élections. Voire même tripler. Suivez, vérifiez bien, vous allez vous rendre compte que la population électorale va pratiquement doubler. Ce qui est inadmissible, ce qui est impossible. Que entre 2 élections, la population électorale passe du simple au double. Mais Ouattara va réussir cette prouesse.
Et il va réussir cette prouesse. Donc, c'est ça. Parce que aucune personne, aucun expert, aucun Ivoirien, fût-il le plus pacifiste, ne peut accepter que Ouattara, qui en réalité, au premier tour des élections en 2010, est arrivé en 3e position, et donc il pesait en réalité en 2010 25% de la population électorale, 25%, parce que c'est Bédié dans la réalité qui est arrivé en 2e position. Voilà. Mais comme certains cadres du PDCI avaient été vendus avaient été achetés par Ouattara, avec leur complicité, les chiffres ont été inversés, et Bédié n'a pas pu porter plainte. Voilà, suivez mon regard, hein. Il n'a pas pu porter plainte dans les délais requis. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé arriva. Donc, Alassane Ouattara, qui pèse en réalité 25%, qui pesait 25% en 2010, voilà, pèse en réalité entre 10 et 12% en 2013. Voilà, parce que même ses partisans les plus fanatisés sont aujourd'hui dessus de lui. Même ses suiveurs, ses buveurs de thé, les plus ensorcelés, aujourd'hui là reviennent à la raison. Voilà. Tout le monde se rend compte que Ouattara a été mystifié, a une réputation surfaite. Voilà. Un vrai vendeur d'illusions qu'on a mis à la tête de la Côte d'Ivoire, mais qui, à la pratique du pouvoir, savait être incapable, incompétent. Incompétent. Voilà. Donc, Ouattara aujourd'hui, il bénéficie du PPTE. Il bénéficie du PPTE. Le pays est réunifié. Voilà. Voilà. La dette sur la Côte d'Ivoire était totalement effacée. On dit que l'argent arrive par conteneur, par cargo, à l'aéroport. Mais où va cet argent des Ivoiriens? Où va cet argent des Ivoiriens? Il n'arrive même pas à faire le 10e de ce que Gbagbo Laurent faisait avec un pays divisé en deux. Et aujourd'hui, la vie est extrêmement chère. La vie est extrêmement chère en Côte d'Ivoire. Et quand je le dis, j'ai des exemples pour l'étayer. Voilà. Le riz aujourd'hui, le riz Delicacia, voilà, qui coûtait 300 francs sous Gbagbo Laurent, coûte aujourd'hui 400 francs le kilogramme. L'oncle Sam, voilà, qui coûtait 450 francs, coûte aujourd'hui 600 francs le kilogramme. L'oncle Sam Longrin, qui coûtait 600 francs, coûte aujourd'hui 800 francs. Le pèlerinage à la Mecque, sous Gbagbo Laurent, qui coûtait 1,5 million, coûte aujourd'hui 2 millions de francs. Les inscriptions à l'université, de 6 000 francs, on est passé à 30 000 francs, soit 500% d'augmentation. Le carburant, 774, est passé aujourd'hui à 712, 782. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Les denrées alimentaires, des premières nécessités ont augmenté. Voilà. Nos produits agricoles, l'anacade, c'est carrément de façon gratuite qu'on l'offre aux acheteurs. C'est 100 francs, je crois. Voilà. 100 francs. Alors que on a dit qu'on faisait la guerre pour sauver les parents du Nord. Aujourd'hui, le anacade là, voilà. Celui qu'on décrivait comme leur ennemi. Il faisait acheter ça plus cher que maintenant. Aujourd'hui, c'est 100 francs, pratiquement cadeau. Pratiquement cadeau. En 100 francs et 200 francs, pratiquement cadeau. Le café, le cacao, si vous savez. Donc, il ne peut pas. Il faut que les Ivoiriens comprennent que ce monsieur ne peut pas. Voilà. Ce monsieur ne peut pas. Et donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il s'agit d'engager le combat démocratique à souhait pour étouffer ce gouvernement. Pour étouffer ce régime. Merci, monsieur Picasse. Il faut rappeler
Merci, M. Picasse. Il faut rappeler à nos auditeurs que nous sommes présentement en direct avec le camarade Damara Picasse, grâce à la perspicacité du groupe Cliffsy TV. Nous sommes en simultané avec sur Abidjan Talker. Et merci aussi à Abidjan Talker pour nous permettre de faire écouter tout ça à tout le monde entier. L'émission tire tranquillement à sa fin. C'est certain que M. Picasse, nous vous remercions beaucoup aussi pour votre franc-parler. C'est sûr que nous avons énormément d'appels d'auditeurs à travers le monde qui vous félicitent de votre franc-parler, du Canada, des États-Unis, de Londres, un peu partout, même du Ghana. Nous avons aussi des messages de différents auditeurs qui sont, comme on dit en bon ivoirien, ils nous disent, comme la sœur par exemple Yourou qui nous écrit, qui dit que ce monsieur mangeaille. C'est une façon de dire en bon ivoirien que je lui fais un gros coucou. Alors, M. Damara Picasse, ce qui est sûr et certain, nous allons terminer d'ici peu, mais bien avant, j'aimerais que vous aviez probablement un message à donner aux Ivoiriens, mais bien avant ça, puisque en préambule, j'avais parlé un peu de cette journée, ou bien du lendemain d'une journée commémorative pour la Côte d'Ivoire. Je sais que nous avons le personnage aussi très important de la Côte d'Ivoire, qui est notre président, le président Gbagbo, est présentement à La Haye. Et comme tout patriote, comme tout Ivoirien, il y a eu des milliers d'Ivoiriens et de partout dans le monde qui ont écouté quand même, qui ont suivi aussi ces séances que j'appellerais d'affirmation des preuves à la CPI. Alors c'est certain que j'aurais bien voulu avoir votre opinion sur la prestation du consortium d'avocats du président Gbagbo et aussi du message que notre président a bien voulu nous donner. Et après ça, si vous pouvez enchaîner avec le message que vous aviez apporté à tous les Ivoiriens de ce monde entier, et puis après nous allons passer à la conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant le procès, je pense le procès en lui-même d'abord. Le procès en lui-même d'abord. Vous savez, l'intérêt de ce procès pour nous, c'était de situer l'opinion publique internationale sur ce qu'est Laurent Gbagbo dans la réalité. Voilà. C'était ça l'intérêt de ce procès. Que tout le monde découvre qui est Laurent Gbagbo. Parce que quand on l'a arrêté, on a fait croire à un dictateur, on a fait croire à quelqu'un qui a commis un génocide. Il était important que cette campagne de presse, cette campagne de communication pernicieuse-là, soit battue en brèche. Voilà. Et ce procès-là a contribué à restituer Gbagbo dans sa personnalité réelle. Ce procès nous a aidé à restituer Gbagbo dans sa psychologie. Voilà, dans ses valeurs, dans ses principes fondamentaux. Et ce procès a fait l'unanimité au niveau de l'opinion publique africaine en particulier sur le fait que Laurent Gbagbo ne mérite même pas d'être dans le box des accusés. Ne mérite même pas une garde à vue. Ce procès a permis d'élucider et de mettre tout le monde d'accord que Laurent Gbagbo est victime d'une cabale. Et cela, c'est un gain inestimable pour nous. C'est un gain. Le fait que tout le monde aujourd'hui, les gens parlent, et que des présidents de la République de plus en plus parlent ouvertement qu'il s'agit d'un complot international, pour nous, on a gagné. Le procès aura été vraiment important pour nous, à ce niveau simplement. Voilà. Donc, et c'est très bien, le président a eu le nœud creux en exigeant la retransmission en direct de son procès. La retransmission en direct de son procès, pour que le monde entier se rende compte de ce démocrate que les médias veulent peindre en dictateur. Et le monde entier s'est rendu compte.
Maintenant, il s'agit d'utiliser ce gain-là pour mener bataille pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Car, visiblement, il s'agit d'un procès politique. Et vous savez que quand la politique rentre par la porte dans un palais de justice, le droit sort immédiatement par la fenêtre, puisque les deux choses sont incompatibles. Donc, il s'agit d'un procès politique. Ça veut dire que Gbagbo peut être au-dessus de tout soupçon. Gbagbo peut avoir raison. Et les mains obscures vont le maintenir en prison. Les mains obscures vont le maintenir en prison. Donc il s'agit de mener bataille maintenant à partir de son innocence, à partir de ce procès qui a fait l'unanimité pour obtenir sa libération. Voilà. Et c'est ce que font merveilleusement bien tous nos amis de la diaspora qui battent le pavé. C'est positif. C'est positif. Les marches qu'ils font à répétition. C'est positif. Les sit-ins qu'ils font devant les institutions des Nations Unies, devant les centres de décision, devant les institutions françaises, c'est très important. Devant les institutions européennes, c'est très important. Voilà. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour les saluer, saluer leur détermination, saluer leur mobilisation. Et il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils continuent parce qu'il ne faut pas ça, faire ce qu'ils veulent. Faire ce qu'ils veulent. Donc, concernant l'intervention du président en elle-même, je pense que ce n'était pas son rendez-vous. Hein. C'était pas son rendez-vous. Il s'agissait d'un procès. Donc, un procès, ce sont les avocats. Et les avocats ont fait un travail de professionnel. Et les avocats ont été vraiment à la hauteur. Et les avocats de Gbagbo Laurent sont à féliciter. Ils ont vraiment bien conduit le procès dans toutes les étapes. Et je pense que vraiment il n'a rien à dire sur la plaidoirie. Il n'a rien à dire sur leur personnalité et sur le niveau de la plaidoirie. Maintenant, le discours du président lui-même, comme je l'ai dit, ce n'était pas son rendez-vous. Et donc, vous savez que nous sommes dans un palais de justice. Voilà. Et dans le palais de justice, ce sont les avocats commis à la défense qui fixent le cadre général de la défense. Et le discours de Gbagbo Laurent ne pouvait que rentrer dans ce cadre général de la défense. Voilà. Donc, et puis, avec les négociations, les pressions, tout ça qui ont lieu, enfin les négociations qui ont lieu, les contacts qui ont lieu, je pense qu'il y a certaines choses qui ne devraient pas être dites. Et Laurent Gbagbo est resté dans le cadre. Mais il a fait une grande leçon de démocratie. Son intervention, elle a été courte, brève, mais ça a été une grande leçon de démocratie. Surtout en ce qui concerne les États africains. Voilà. Et il a dit que on veut la démocratie pas parce que les Occidentaux le veulent, pas parce que les Occidentaux nous le recommandent. Ils ne peuvent pas nous recommander la démocratie. Mais la démocratie, là, c'est ce qui est bien pour nous-mêmes, en tant que peuple africain, en tant que pays africain. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. Il y a plusieurs religions. Il y en a même qui croyaient en rien du tout. Mais tous ceux-là sont obligés de vivre ensemble. Mais le compromis qu'on peut trouver, c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie. Parce qu'il y a des cultures où ils disent que nous, voilà comment on élit nos chefs. Il y a d'autres cultures où ils disent non, nous, voilà c'est dans tel voie on élit. Mais s'il n'y a pas un cadre pour réunir tout le monde, on va s'entretuer. Donc la démocratie, là, elle est salvatrice pour les peuples africains. Donc on fait la démocratie pour notre survie, on fait la démocratie pour nous-mêmes. On ne fait pas la démocratie parce qu'on a des censeurs, parce qu'on a des maîtres qui nous imposent de faire la démocratie. C'est important. Et la démocratie aussi, c'est le respect des institutions qui disent le droit. Qui disent le droit. Et je suis choqué que des personnalités, des hommes politiques en Europe, en France, désavouent, discréditent les institutions parce qu'il s'agit des Africains, parce qu'il s'agit de l'Afrique, ils discréditent les institutions. Oui. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas la commission électorale indépendante, ce n'est pas la CEI qui donne les résultats définitifs des élections en Côte d'Ivoire.
La CEI ne donne que les résultats partiels. Et c'est le Conseil constitutionnel, juge des élections, qui donne les résultats définitifs. Et ce sont des résultats qui sont insusceptibles de recours. Quand le Conseil constitutionnel a parlé, plus personne n'a quelque chose à redire. Et c'est comme ça. Ça, c'est chez nous. C'est chez nous. Ça s'est passé au Kenya. Est-ce que quand ça s'est passé au Kenya, là, est-ce qu'il y a eu la guerre? Mais si les Occidentaux avaient remis en cause la décision du Conseil constitutionnel, aujourd'hui le Kenya brûlait. Ça veut dire que les Africains eux-mêmes là sont capables de résoudre leurs propres contradictions. Sont capables de régler de façon pacifique leurs propres contradictions. On a vu Raila Odinga venir dignement reconnaître sa défaite et la décision du Conseil constitutionnel. Même s'il n'a pas fait en Côte d'Ivoire, il a fait chez lui, mais c'est bien. On avance. On avance. Donc voilà la leçon de démocratie que Laurent Gbagbo a fait au monde entier. Voilà. La leçon de démocratie que Laurent Gbagbo a fait au monde entier, et principalement aux Européens. Voilà. Donc il s'agit aujourd'hui là, pour tous les Africains, d'endosser les propos du président. Il s'agit pour tous les Africains de sonner la révolte des Africains, maintenant. Parce que plus que jamais, nous sommes maintenant déterminés à prendre en main notre destin. Et nous avons notre mot à dire dans le Conseil des continents et des nations. Voilà. Nous avons notre mot à dire dans le Conseil des nations. Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, tous nos censeurs là ne sont que des géants au pied d'argile. Et tous ces États-là sont en crise. Tous ces États se débattent pour survivre. Et pour survivre, ils sont accrochés à l'Afrique comme des sangsues. Ils sont accrochés aux Africains. Ils sont accrochés à notre café, à notre cacao, à notre pétrole, à notre gaz, à notre huile de palme. Ils sont accrochés. Et ils sucent notre sang. C'est ce qui les fait, c'est ce qui les fait survivre. C'est ce qui les fait survivre. Sinon, c'est fini pour ces États-là. Regardez. Pour prendre l'exemple de la France. Quand la France veut signer des contrats en Inde, François Hollande va en Inde. Il va en Inde. Il va au Maroc. Il va en Chine. Il va en Russie. Mais pour les Africains, on les convoque en France pour signer les contrats. Les chefs d'État africains sont convoqués en France. Ouattara est parti. Sassou est parti. Et ils vont défiler comme ça. Pendant combien de temps ça va continuer ça? Ça va continuer. Et nous là, on appartient à la génération du refus. La génération à laquelle j'appartiens est la génération du refus. Et nous voulons autre chose. Il faut que les gens comprennent qu'on veut autre chose. Qu'on ne veut plus continuer dans ça. Qu'on veut autre chose. Il faut que les gens comprennent ça. Nous sommes à la fin d'un cycle. Il y a un cycle qui est fini. Le néocolonialisme, le biberonisme, le tutorat. C'est fini. Les gens sont en train de retarder ça, mais c'est fini. De plus en plus, les opinions africaines ne veulent plus de cette façon de gérer les relations entre les États africains et l'extérieur. Nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus vendre les grains de café et de cacao comme ça aux Blancs. Nous ne voulons plus ça. Nous voulons transformer notre cacao. Nous voulons transformer notre café. Donc nous voulons rentrer dans cette nouvelle économie des États africains. L'industrialisation de nos économies. Pour développer nos pays. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et il faut que les Occidentaux comprennent ça. Que de créer les guerres, ils vont créer les guerres. Ils vont créer les coups d'État. Mais c'est un processus qui est désormais irréversible. C'est irréversible. Donc je voudrais qu'ils fassent comme De Gaulle, les dirigeants africains actuels. Il faut qu'ils fassent comme De Gaulle. Parce que en 58-60, où on était encore arrivé là, à la fin des cycles. Parce que là, les paysans africains, à travers le RDA, ont voulu s'approprier les plantations. Leurs plantations.
Ils ont voulu être propriétaires de leurs terres et de leurs plantations pour produire eux-mêmes. Et De Gaulle a compris. Donc il a cédé les terres, il a cédé les plantations parce que c'était un processus qui était arrivé à son terme aux Africains. Et il a demandé maintenant aux Européens d'être les acheteurs de ces produits. Donc ils ont commencé à acheter les produits que les Africains produisaient dans leurs terres. Oui. Donc ils achetaient les produits bruts. Aujourd'hui, notre génération ne veut plus vendre les produits de façon brute. Donc le cycle de la commercialisation des produits bruts africains là, est arrivé à son terme maintenant. Maintenant, nous voulons transformer, la génération à laquelle elle appartient veut transformer les produits bruts africains. Nous voulons transformer nos cafés, nous voulons transformer nos cacao, nous voulons transformer notre palmier à huile, nous voulons transformer notre EVA, nous voulons transformer notre arachide, nous voulons transformer nous-mêmes notre uranium, notre pétrole, notre gaz, notre anacade, notre canne à sucre. Et le type de relations économiques ou de commerciales qu'on veut avoir maintenant avec les Européens, c'est le transfert de technologies. Donc il faut qu'ils se mettent dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle économie de transfert de technologies. Parce qu'effectivement, on n'a pas la technologie. Donc on va aller acheter la technologie pour industrialiser nos États. Mais s'ils ne veulent pas nous vendre la technologie, il y a d'autres destinations qui peuvent nous vendre la technologie. Il y a d'autres pays qui peuvent nous vendre la technologie. Voilà. Donc ils n'ont qu'à arrêter. Les coups d'État là, c'est des demi-solutions. Les processus électoraux biaisés. Voilà. Les chefs d'État, marionnettes, instruments, sont en voie de disparition. Et vont disparaître dans les décennies à venir. Dans la décennie à venir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je voulais, pour attirer l'attention de tous les Africains, de tous les démocrates du monde entier. On ne peut pas être dans un continent aussi riche et puis continuer d'être à la traîne. Voilà. D'être à la traîne. Non. Il faut maintenant que prenne fin ce processus paradoxe. Ils ne peuvent pas continuer d'être riches de nos richesses et puis nous on va être pauvres de leur pauvreté. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je crois que de plus en plus les peuples africains ont compris ça. De plus en plus les peuples africains vont élire à leur tête des hommes dignes, des patriotes, des panafricanistes, des gens qui veulent vraiment servir leur peuple, leur population. Comme le Ghana qui nous accueille ici. C'est sur ces mots que je voudrais vous rétrocéder la parole. Et puis, voilà, vous rétrocédez la parole. Merci beaucoup. Merci Monsieur Picasse, ça passe vite. Hein. Il faut quand même aussi que je n'ai pas le choix. Il faut que je respecte l'heure, le temps qui m'a été alloué par les différentes radios. Je rappelle encore que nous étions en direct avec le camarade Damana Picasse, qui nous a parlé sans faux fuyant. Pour tous ceux qui le connaissent, mais savent qui est Damana Picasse et que je n'étais pas surpris d'avoir cette verbe là de monsieur avec autant toujours le charisme qu'on lui connaît, hein. Et puis autant de verbes. Merci beaucoup. Donc il y a beaucoup de remerciements. Il faut quand même remercier. Je rappelle qu'il faut remercier encore le Eclipse TV. Il faut remercier aussi avec le Lion. Il faut remercier Monsieur Adjoufou avec sa radio Abidjan Talker qui a permis à tout le monde, tous les patriotes et toute personne à travers ce monde d'écouter aujourd'hui en direct Monsieur Damana Picasse. Il y a aussi des remerciements de partout. Je peux pas tous les citer. Ce que je peux en citer au moins quelques-uns, Monsieur Kouloukala ou Madame Kouloukala, excusez-moi, qui dit beaucoup de courage à Monsieur Damana Picasse.
de la part des Ivoiriens de la diaspora en Afrique. Ça, c'est des groupes parmi tant d'autres. J'avais mentionné Madame Yuro, il y avait mentionné aussi Monsieur Zerfel, Monsieur Phil, Monsieur Apolé, et un peu partout, ceux qui vous écoutent, c'est certain qu'ils sont ravis. Nous espérons avoir encore une occasion d'avoir Monsieur Picasse, mais juste avant de terminer, avant de conclure, puisque nous avons atteint le temps qui nous était alloué, je vais demander en fait aux panélistes, je ne sais pas si Monsieur Adjoufou a un dernier mot, une conclusion à faire. Est-ce que Monsieur Adjoufou est-il présent? Oui, je suis là. C'était juste pour dire un grand merci au camarade Damana Picasse de nous avoir accordé au moins, ça fait bientôt 2 heures du temps qu'il est en train de parler. Vraiment, c'est passé très vite. Et voilà quoi, donc je remercie tout le monde. Et puis bon, voilà, donc le camarade, je crois qu'on l'a perdu. Hein, il n'est plus là. Donc voilà un peu, donc c'était ça. Je crois qu'on les a perdus, hein, tonton. Donc voilà quoi. Non, je pense, mais tu peux continuer quand même. Ouais, ok. C'était un problème, un petit problème technique. Voilà, donc. Après toi, je vais passer la parole à Monsieur Apolé. Et puis bon, mais je pense qu'on va voir Monsieur Picasse pour la conclusion. Monsieur Adjoufou, est-ce que vous avez fini avec votre conclusion? Oui, j'ai fini, oui. Mais Apolé, est-ce que tu avais une petite conclusion à faire aussi? Non, dans la même dynamique que Adjoufou, on remercie évidemment Picasse qui est passé nous parler aujourd'hui, le camarade. Vraiment, il a passé beaucoup de temps avec nous, ça nous a fait beaucoup de chaud au cœur. Et je suis sans ignorer que de bonnes pensées, à son égard s'élèvent vers notre Créateur pour que non seulement le temps qu'il passe actuellement au Ghana se passe bien, mais que ça puisse le raffermir quand même dans son combat, parce que bon, nous savons, dans tout combat, on passe au travers de déserts, diront les religieux, mais on passe tout au moins au travers de périodes assez difficiles. Et que c'est dans ces périodes difficiles-là que vraiment le caractère de l'homme lui-même est défini. Et que le caractère de l'homme est rendu même évident même à cette personne elle-même. Donc on le remercie énormément. Et puis bon, on attend de bonnes choses venant de lui. Et puis, haut les cœurs, comme on dit. Hein. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Apolé. Merci beaucoup, Monsieur Adjoufou. Merci pour votre collaboration. Je ne sais pas si Monsieur Damana Picasse avait un dernier mot à dire pour qu'on puisse terminer l'émission. Je le vois avec des mouvements comme pour dire que je sais. Non, mais c'est juste